Bonjour, bienvenue Aurore Berger. Bonjour. Lorsqu'il a présenté ses vœux aux Français, lundi soir, Emmanuel Macron était debout au sens propre comme au sens figuré. Il a voulu montrer qu'il était combatif, déterminé, pas du tout condamné à l'immobilisme, tellement combatif qu'on avait l'impression que lui-même ne le pensait pas. Finalement, ça s'appelle la méthode Coué. J'ai vu un président en effet offensif et combatif, mais surtout très convaincu du bien fondé de la transformation qu'on doit poursuivre en fait pour notre pays. Et vous savez, dès hier, dès le 1er janvier, un certain nombre de mesures sont entrées en vigueur. C'est la question de la hausse du SMIC, c'est la question du prélèvement à la source, c'est cette réforme qui a été si longtemps repoussée et qui est enfin mise en œuvre. Et puis c'est surtout des nouveaux chantiers de transformation, la transformation de notre système des retraites. On va en parler, mais ça signifie que vous allez continuer à réformer comme si rien ne s'était passé. Mais ce qui s'est passé nous prouve justement qu'on a un pays qui ne peut pas rester dans la situation dans laquelle il est. Et c'est aussi ce qui nous a été dit de manière avec des voix très diverses. Mais on voit bien aujourd'hui que les blocages qui existent dans la société, le manque de formation qui existe pour les gens qui sont éloignés de l'emploi, notamment de manière durable, on voit bien que tout ça, ça crée des crispations et que ça peut créer de la crise. Donc ce qu'on nous a dit, c'est pas qu'il fallait arrêter de réformer. On a reçu un mandat de manière très claire de la part des Français pour réformer. Il faut continuer à le faire, et puis il faut aussi continuer à le faire dans une méthode qui est une méthode de concertation, et c'est notamment le cas du grand débat. Mais justement, comment continuer à réformer le pays quand on est sous la menace permanente de blocage ? Moi, je ne me sens pas sous la menace et je ne me sens pas sous la contrainte. On a des parlementaires qui ont été menacés au sens propre du terme. On a reçu à la fois des lettres de menace ou des intimidations physiques, mais jamais on sera sous la menace ou sous la contrainte. C'est-à-dire quand on réforme parce qu'on a reçu des Français par l'élection, en fait, le droit de réformer, la volonté des Français que nous puissions continuer à réformer. Alors oui, on a vécu en fin d'année 2018 une crise, un mouvement qui est plus un mouvement politique qu'un mouvement social, parce que quand vous avez des mots d'ordre qui demandent la destitution du président de la République, ce n'est pas un mouvement social, c'est un mouvement politique que vous avez face à vous. On a fait des choix forts, des mesures d'urgence, 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui ont été rendus aux Français, mais il faut, au-delà de ces mesures d'urgence, transformer durablement le pays, fonction publique, assurance chômage, système des retraites, PMA, on a un certain nombre de chantiers qui vont s'ouvrir en 2019. Est-ce que vous tolérerez encore le blocage des ronds-points si une nouvelle réforme ne convient pas aux Gilets jaunes ? Moi, je ne suis pas là pour savoir si telle ou telle réforme va convenir ou non à ceux qui se revendiquent comme étant les gilets jaunes. Ce qui est certain, c'est que les différents ronds-points ont été évacués par les forces de l'ordre et c'est normal. On ne peut pas accepter que notre société soit bloquée au sens propre du terme avec des gens qui sont empêchés de circuler. On a des artisans, des commerçants qui en ont suffisamment souffert l'an dernier, notamment au moment des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Donc oui, il faut absolument que notre pays soit libéré des différentes entraves, y compris quand elles sont physiques. Et on ne tolérera pas, évidemment, qu'il y ait à nouveau des menaces qui soient faites pour bloquer nos rues, bloquer nos commerces, bloquer nos ronds-points. Alors, les différentes réformes, justement. La réforme de l'assurance chômage, dans sa lettre de cadrage, le gouvernement a demandé au patronat et aux syndicats 3 à 4 milliards d'euros d'économies. Où est-ce qu'on les trouve ? C'est aussi justement à la négociation de nous dire concrètement où est-ce que ça peut être possible. Les syndicats ont demandé que cette négociation puisse se poursuivre jusqu'à fin février, donc ils vont rendre leur copie fin février. La question, c'est toujours cet équilibre entre des droits supplémentaires. Je pense notamment à la question de la formation. Depuis hier, le 1er janvier, chaque Français a droit à un compte personnel de formation qui est désormais labellisé en euros. C'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus clair que de l'avoir en heures. Donc c'est 500 € immédiatement mobilisables. C'est jusqu'à 800 € pour des personnes qui sont en situation de handicap. Puis si vous ne les aviez pas déjà utilisés, eh bien évidemment, ça peut se cumuler. Et donc, c'est des droits à la formation supplémentaires, mais c'est aussi des devoirs supplémentaires, recherche d'emploi notamment. Et est-ce qu'on va justement vers un raccourcissement du durée d'indemnisation ? C'était prévu, ça n'a pas bougé. Tout est sur la table, mais c'est aussi aux partenaires sociaux là, de rendre leur copie. On ne peut pas à la fois nous dire il faut plus de concertation, il faut écouter les corps intermédiaires et dans le même temps nous dire avant la fin de la concertation la réponse que le gouvernement doit apporter et éventuellement le Parlement s'il y avait une traduction législative. Donc moi j'attends de savoir ce que les partenaires sociaux vont nous dire d'ici fin février. En ce début d'année, Pôle emploi annonce durcir les sanctions contre les chômeurs qui ne cherchent pas activement un emploi. Ça s'est fait aussi pour économiser de l'argent ?
Non, c'est fait tout simplement dans une logique qui est une logique de justice. C'est à la fois plus de droits, c'est ce que je vous disais sur la formation professionnelle. On a mis le paquet, c'est 1 million de chômeurs de longue durée qui vont bénéficier d'une formation, là où souvent des gens ont aussi renoncé à rechercher activement un emploi, se disant que finalement ils ne pourraient plus, du fait de leur âge, du fait de leur situation professionnelle, du fait de leurs difficultés de mobilité, retrouver un emploi. Mais c'est aussi faire en sorte que celles et ceux qui peuvent retrouver un emploi, eh bien aussi acceptent des emplois qui leur sont proposés, et déjà se rendent aussi au rendez-vous de Pôle emploi. C'est ce qui a été mis en place dans le décret, ce qui a été signé par la ministre du Travail. À partir du moment où vous venez pas à votre rendez-vous pour Pôle emploi et donc vous n'êtes pas dans une recherche active d'emploi et que vous ne respectez pas aussi quelque part le contrat que vous passez avec la société, avec les Français, c'est logique qu'il puisse y avoir des sanctions. Alors, il y a la réforme de l'assurance chômage, je viens d'en parler, réforme explosive des retraites. On se dirige vers une cotisation donc, par points qui ouvrirait des droits, les mêmes pour tous, publics ou privés. Là non plus, rien ne change. Ce n'est pas une réforme qui est explosive, c'est une transformation complète du système parce qu'aujourd'hui, on a un système qui est illisible. Les Français ne savent pas vraiment quels sont leurs droits et on a un système qui est profondément injuste. Il faut que 1 euro cotisé vale la même chose pour chaque Français, quelle que soit sa situation salariale, qu'il soit dans le public ou dans le privé. Aujourd'hui, vous avez tellement de régimes de retraite différents que vous ne vous y retrouvez plus et c'est injuste et vous créez des inéquités entre les Français. Donc, on remet tout à plat sur la table. C'est des négociations qui ont commencé depuis plus d'1 an sous l'égide de Jean-Paul Delevoye et d'Agnès Buzyn. Et donc oui, évidemment, cette réforme ira à son terme. Mais Emmanuel Macron a reculé face aux Gilets jaunes. Est-ce que les opposants à la réforme des retraites ne vont pas se dire le président a reculé une fois, allons-y, on va essayer de le faire reculer une deuxième fois? Ce n'est pas ce que vous craignez? Si certains souhaitent essayer de faire reculer, ils trouveront sur leur chemin une volonté très claire parce que nous avons été élus sur une ambition formelle qui est celle de réformer le pays. Et on ne peut pas laisser le pays dans le même état que celui avec lequel on l'a trouvé quand on est arrivé il y a 18 mois. Et on n'a pas reculé, on a accéléré pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour revaloriser le travail, notamment avec la prime d'activité. On l'avait déjà augmenté et revalorisé, on l'a revalorisé de manière supplémentaire. Donc oui, c'est certain qu'on est allé plus vite. C'est certain aussi qu'on s'est dit que la transition écologique, elle ne pouvait jamais se faire au détriment des plus modestes, notamment la question de la taxe carbone et de l'annulation de la hausse de la taxe carbone, la valorisation du chèque énergie, la prime de conversion, le fait que les tarifs réglementés de l'énergie, qui devaient être revalorisés hier, ne l'ont pas été, ce qui signifie donc qu'ils ont baissé. En moyenne, les factures d'eau chaude, les factures de gaz vont baisser dès le mois de janvier. Alexandre Benalla, l'affaire rebondit une nouvelle fois. Il a à sa disposition 2 passeports diplomatiques. Les socialistes à l'Assemblée nationale avaient demandé la réouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Yaël Braun-Pivet, qui préside la commission des lois, hier a refusé. Et l'impression que ça peut donner, eh bien, c'est que la majorité a peut-être quelque chose à cacher ou quelqu'un à protéger. J'ai personne à protéger et on n'a absolument rien à cacher. Il faut juste que les choses se fassent dans les règles. Il y a aujourd'hui une enquête préliminaire qui est ouverte justement sur cette question des passeports diplomatiques parce qu'il est impensable que M. Benalla ait pu continuer à bénéficier d'un droit qui lui était accordé uniquement parce qu'il était collaborateur du président de la République. À partir du moment où il ne l'était plus, il devait rendre ses passeports diplomatiques. Et donc il y a une enquête qui déterminera les responsabilités et la responsabilité personnelle de M. Benalla. Mais ça n'est pas à l'Assemblée nationale de se substituer à la justice, à une procédure judiciaire. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de raison, de motif, nous, d'ouvrir une enquête particulière à l'Assemblée nationale sur cette question-là. Mais pourquoi ne pas permettre aux députés de faire toute la transparence sur cette affaire? Ça vous permettrait aussi à vous de dire, vous voyez, nous n'avons rien à cacher. Mais on avait créé une commission d'enquête qui était ouverte uniquement sur la question des événements qui avaient entouré les images de violence qu'on avait pu voir le 1er mai dernier. Et cette commission d'enquête, d'ailleurs, les oppositions ont dit on arrête d'y participer. Ce qui est dommage, au Sénat, ça a pu continuer. À l'Assemblée nationale, à partir du moment où les oppositions sont toutes parties et ont dit finalement cette commission d'enquête, on ne veut plus y participer, la commission d'enquête est tombée de fait. Donc moi, j'ai personne à protéger, j'ai rien à cacher, je veux juste que la justice fasse son travail. Et le rôle de l'Assemblée nationale, c'est pas de rendre la justice, c'est de voter la loi, c'est de la faire et c'est de contrôler qu'elle est bien mise en application. Et là, en l'occurrence, dans cette
affaire nouvelle qui s'ouvre devant nous, eh bien, il y a une enquête préliminaire et donc c'est la justice qui, elle, déterminera les responsabilités. Mais est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'Emmanuel Macron entretienne toujours des relations avec Alexandre Benalla? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements à l'Élysée concernant ces passeports diplomatiques? Ce sont des parlementaires de votre majorité qui parlent de dysfonctionnement. Est-ce que vous dites la même chose? Moi, ce que je dis déjà, c'est que pour l'instant, moi, je vois dans la presse des propos rapportés par M. Benalla qui souhaite valoriser une proximité, supposer une proximité qu'il aurait avec le président de la République ou la Première Dame. Ce qui a d'ailleurs été démenti de manière très claire par la Première Dame et par son entourage. Donc à un moment, moi, je pense qu'on a suffisamment parlé de ce monsieur. Je ne suis pas certaine qu'il faille lui donner plus de publicité que ça. Il y a plusieurs enquêtes qui le concernent. Il faut que la justice passe. Et la justice, elle est la même pour tout le monde. Quelle que soit la connexion qu'on a ou qu'on aurait avec tel ou tel puissant, la justice doit être la même pour tous dans le pays. À partir du moment où une enquête est ouverte, ça le prouve bien. Mais vous n'avez pas répondu à la question concernant les passeports diplomatiques. Est-ce que vous dites qu'il y a eu des dysfonctionnements, oui ou non? Mais je dis de manière très claire qu'il n'aurait pas dû pouvoir continuer à en bénéficier et qu'il avait été demandé par le Quai d'Orsay que ces passeports soient rendus. À partir du moment où M. Benalla a vraisemblablement fauté et n'a pas rendu ses passeports diplomatiques, alors il y a une faute très claire de sa part. Et encore une fois, il y a une enquête qui est en cours. Donc c'est la justice qui dira quelle est la chaîne de responsabilité et qui condamnera, le cas échéant, si cela le nécessite. Et précisons qu'il y a toujours une commission d'enquête parlementaire qui est en cours au Sénat jusqu'à la fin du mois de janvier. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venue ce matin sur CNews. Tout de suite, la suite de la matinale avec vous, Romain Desarmes.